Imaginez-vous vous réveiller un matin et découvrir des traces fraîches tout autour de chez vous. Elles n'appartiennent à rien qui devrait se trouver aussi près. Elles ne sont pas humaines. Elles sont bien trop grandes et encore parfaitement visibles. Entre vous et ce qui les a laissées, il n'y a ni mur, ni distance, seulement la glace et le silence. Que faire lorsque le danger est déjà là, sans même avoir eu le temps de le comprendre? Ce n'est pas de la fiction. C'est le quotidien de ceux qui vivent aux confins du monde. Bienvenue sur Tribus du Monde. Ici, nous n'explorons pas seulement des territoires reculés, nous explorons les limites de la survie humaine lorsque l'environnement ne laisse aucune marge d'erreur. Abonnez-vous à Tribus du Monde et rejoignez-nous dans ce voyage. Aujourd'hui, direction l'Arctique sauvage. Un territoire où 7 peuples affrontent chaque jour l'un des prédateurs les plus impressionnants de la planète, l'ours polaire. Restez jusqu'à la fin et vous comprendrez pourquoi ces communautés ne luttent pas seulement contre un animal, mais contre l'oubli. Nous commençons dans l'un de ces lieux où l'humanité défie l'impossible, une terre où la glace possède un esprit, et le prédateur, un nom sacré. 1. Chukchi, là où l'ours est esprit et menace. À l'extrême nord-est de la Sibérie, dans une région où la glace, le vent et la nuit dominent le paysage une grande partie de l'année, s'étend un territoire qui, à première vue, semble vide. Pourtant, sous les aurores boréales de la péninsule de Tchoukotka, vit un peuple qui a compris depuis des siècles que l'Arctique n'est pas un espace à conquérir, mais un environnement qui exige une vigilance constante. Ici vivent les Tchouktchis, appelés dans leur propre langue l'Uoravetlan, le peuple véritable. Depuis des générations, ils partagent ce territoire avec l'un des prédateurs les plus puissants de la planète, sans jamais chercher à le soumettre ni à le réduire au rang de simple ennemi. Pour eux, cohabiter avec l'ours polaire n'a jamais été une affaire de force, mais d'équilibre. Dans la culture tchoukchi traditionnelle, il n'existe pas de séparation rigide entre le matériel et le spirituel. Le milieu naturel n'est pas un décor passif, mais un système vivant qui envoie des signes. Les animaux, les variations du vent ou le comportement de la glace ne sont pas perçus comme des événements isolés, mais comme des avertissements qu'il faut interpréter avec attention. Dans ce cadre, l'ours polaire n'est pas seulement un animal puissant, c'est une présence chargée de sens. Lorsque l'ours apparaît, sa présence n'est jamais considérée comme le fruit du hasard. Son arrivée est associée à des perturbations de l'environnement, à des déséquilibres qui exigent une attention immédiate. C'est pourquoi la chasse à l'ours, lorsqu'elle avait lieu, était toujours encadrée par des règles strictes. Il ne s'agissait ni de prouver son courage, ni d'imposer sa domination, mais d'accomplir un acte nécessaire sans rompre l'ordre qui rendait la vie possible dans ce territoire. Les règles entourant cet acte ne visaient pas uniquement à protéger le chasseur, mais l'ensemble de la communauté et l'environnement lui-même. Une erreur n'était ni célébrée, ni excusée. Elle était perçue comme une faute grave, car une seule imprudence pouvait avoir des conséquences pour tous. Le savoir indispensable à la cohabitation avec l'ours n'a jamais été consigné par écrit. Il n'existe ni manuel, ni carte pour en expliquer les principes. Cette connaissance se transmet de génération en génération à travers les récits, l'observation patiente du terrain et la capacité à reconnaître des traces, des sons et des comportements invisibles pour ceux qui n'ont pas grandi ici. Chez les Tchoukchis, on dit que l'ours ne punit pas, mais qu'il ne pardonne pas l'imprudence humaine. Pendant des siècles, ce système a fonctionné parce que la glace faisait office de frontière naturelle. Elle séparait les zones habitées des itinéraires du prédateur et offrait une stabilité qui permettait d'anticiper les risques. Aujourd'hui, cette frontière n'est plus aussi fiable qu'autrefois. Au cours des dernières décennies, la banquise de la mer des Tchoukchis est devenue plus fragile et plus imprévisible. Les études scientifiques montrent que,
En conséquence de cette perte de glace, les ours polaires passent des périodes de plus en plus longues sur la terre ferme. Il ne s'agit pas d'un changement lié à une agressivité accrue, mais d'une adaptation forcée à un environnement qui ne répond plus comme avant. Pour la communauté, ce phénomène ne relève pas d'un débat climatique abstrait. Il se manifeste par des rencontres plus fréquentes et par une proximité croissante entre le prédateur et les zones habitées. Lorsque l'ours quitte la glace pour s'approcher des villages, cela n'est pas perçu comme une invasion animale, mais comme la preuve que l'équilibre ancien a été rompu. Les récits les plus anciens évoquaient déjà des périodes où l'ordre naturel se tendait et où l'ours apparaissait là où on ne l'attendait pas. Aujourd'hui, ces histoires ne résonnent plus comme des symboles, mais comme des avertissements. Ces apparitions ne sont plus exceptionnelles. Elles se répètent avec une fréquence qui oblige à reconsidérer les décisions et à renforcer la vigilance. Imaginez un chasseur Tchouktchi immobile dans la toundra, attentif aux moindres détails de son environnement. Il ne cherche ni trophée ni proies immédiates. Il observe le terrain, évalue les risques et décide en sachant que réduire l'ours à un simple animal serait une erreur fatale. À cet instant, la survie ne dépend pas de la force, mais de la compréhension profonde de ce que signifie réellement la présence du prédateur. C'est là que surgit le véritable dilemme. Comment faire face à un prédateur qui appartient en même temps au monde spirituel ? Alors que beaucoup cherchent une connexion spirituelle loin du danger, les Tchouktchis la trouvent dans une relation directe avec un environnement qui ne tolère aucune négligence. Là-bas, une seule erreur ne se corrige pas. Elle se paie. Et ce n'est pas la seule région où l'ours impose le rythme de la nuit. Il existe des lieux où l'on ne cherche plus à interpréter sa présence, mais à l'anticiper. Le respect demeure, mais la vigilance devient permanente, car le danger n'est plus symbolique. Il fait désormais partie de la vie quotidienne. 2. Iñupiat, là où la glace avertit avant les cris. Imaginez un village côtier du nord de l'Alaska lorsque le soleil disparaît pendant des heures, parfois même des jours. L'obscurité ne s'installe pas brutalement. Elle s'étend lentement, recouvrant la glace, les habitations et les chemins, jusqu'à ce que le silence devienne absolu. Pour les Iñupiats, ce silence n'est pas synonyme de calme, c'est le premier signal d'alerte. Dans ces communautés, cohabiter avec l'ours polaire n'est plus une éventualité lointaine, ni un souvenir transmis par les anciens. C'est une réalité quotidienne qui s'intensifie avec la nuit. Le plus grand prédateur de l'Arctique ne chasse plus uniquement sur la banquise. La disparition progressive de cette glace a modifié ses trajectoires, le poussant vers les côtes et les zones habitées, où la nourriture est plus accessible et où la glace n'offre plus les mêmes barrières. La réponse des Iñupiats n'a pas été d'ériger des murs ni de s'enfermer derrière des portes closes. Elle a été de s'organiser. À la tombée de la nuit, la communauté entre en état de vigilance active. Des tours de garde sont mises en place. Les périmètres sont patrouillés. Des points stratégiques sont surveillés, depuis lesquels tout mouvement inhabituel peut être détecté dans l'obscurité. Certains veillent à l'aide de radios ou de projecteurs. D'autres s'appuient uniquement sur l'expérience de ceux qui ont appris à lire la glace bien avant l'existence des technologies modernes. Dans un territoire où l'aide extérieure peut mettre des jours à arriver, la sécurité n'est pas une affaire individuelle. C'est une responsabilité collective. Dans ce contexte, les chiens de traîneau jouent un rôle qui dépasse largement le transport. Ils constituent le système d'alerte le plus fiable. Un aboiement inattendu au cœur de la nuit peut signifier que quelque chose approche. Et lorsque cela se produit, personne ne l'ignore. L'ours ne se montre pas toujours, mais l'environnement avertit souvent en premier. Le bruit de la glace qui se fracture de manière inhabituelle, une trace récente près des habitations, un changement soudain dans le comportement des animaux. Tout cela fait partie d'un langage que les Iñupiats ont appris à reconnaître au fil des générations. Aujourd'hui,
ce savoir ancestral coexiste avec la technologie, car ici, on sait qu'aucun capteur ne peut remplacer un instinct entraîné lorsque le danger se déplace en silence. Ce n'est ni une hypothèse, ni une simulation. Dans des communautés comme Kaktovik, au nord de l'Alaska, cette vigilance fait partie du quotidien. Au cours des dernières saisons, les habitants eux-mêmes, en coordination avec les autorités locales, ont documenté la présence répétée d'ours polaires circulant entre les maisons, attirés par des restes de nourriture et par le recul de la banquise. Afin d'éviter des confrontations mortelles, la communauté a mis en place des patrouilles locales qui parcourent le village la nuit, utilisant des lumières, des véhicules et des signaux sonores pour éloigner les ours sans recourir aux armes. Ce n'est pas une mesure symbolique. C'est la différence entre une nuit calme et une tragédie. Malgré le danger, le respect envers l'ours demeure. Les actions ne sont pas guidées par la haine, mais par la nécessité de préserver un équilibre de plus en plus fragile. Lorsqu'une présence est détectée, l'objectif premier est toujours d'éviter l'affrontement, grâce à la lumière, au bruit et à des manœuvres dissuasives. Ce n'est que lorsque ces moyens échouent que des décisions plus lourdes sont envisagées, en sachant que chaque acte a des conséquences. Que feriez-vous si, chaque nuit, existait une possibilité réelle de vous retrouver face à un ours polaire? Alors que dans de nombreuses régions du monde la sécurité est largement déléguée à des systèmes automatisés, les Inupiats continuent de s'appuyer sur quelque chose de plus ancien et de plus fragile, la vigilance humaine constante, l'attention portée à l'environnement, la capacité de lire la glace. Et pourtant, il arrive que rien de tout cela ne suffise. Il n'y a pas de voisins à proximité, pas d'abri immédiat et aucune marge d'erreur. Juste une personne, l'obscurité arctique, et ce silence étrange qui s'installe lorsqu'une présence massive se déplace à proximité. Si tout cela est déjà troublant, ce qui suit explique pourquoi, dans ces territoires, survivre n'est pas une routine, mais une décision qui se renouvelle chaque jour. 3. Inuguit, entre le blanc infini et le battement de l'ours. À l'extrême nord du Groenland, il existe un silence qui ne ressemble à aucun autre. Ce n'est pas l'absence de bruit, mais une immobilité profonde, où chaque craquement de la glace prend sens. Là-bas, loin des routes, des villes et des communications continues, les Inuits ont fait de l'un des territoires les plus hostiles de la planète leur foyer. Dans cette région isolée, survivre n'est ni une idée abstraite, ni un concept théorique. C'est une pratique quotidienne qui exige une attention constante. L'ours polaire partage les mêmes couloirs de chasse que les Inuits, et cette cohabitation n'a rien d'exceptionnel. Elle fait partie du quotidien. Humains et prédateurs dépendent du même environnement, des mêmes ressources, et entrent parfois en concurrence. Dans un paysage où l'obscurité peut durer des mois et où les températures descendent sous les moins 40 degrés Celsius, chaque déplacement est soigneusement évalué. Il n'y a pas de place pour l'improvisation. Le froid n'affecte pas seulement le corps, il dissipe toute illusion de sécurité et rappelle que le danger n'est jamais loin. La chasse devient alors une concurrence directe. Phoques, morses et autres mammifères marins dépendent de la glace autant que les ours polaires et les communautés humaines. Lorsqu'un ours emprunte un itinéraire précis, on ne le défie pas par impulsion. On l'observe, on l'anticipe et si nécessaire, on l'évite. Sous-estimer un prédateur patient et puissant serait une erreur irréversible. Ici, l'isolement n'est pas provisoire, il est permanent. Les communautés sont si dispersées qu'une rencontre avec un autre groupe humain peut nécessiter plusieurs jours de traversée de la toundra. Cette immensité, insupportable pour beaucoup, fait partie de leur équilibre vital. Mais elle peut aussi devenir une prison lorsque les conditions se durcissent. Dans cet environnement,
le savoir est l'outil de survie le plus précieux. Il ne s'agit pas seulement d'observer la glace, mais de l'interpréter avec précision. De légères variations de texture, des changements dans la couleur de la neige ou dans le vent fournissent des informations cruciales. Ensemble, ces signes forment un langage qui guide les décisions et limite les risques. Les abris ne sont jamais improvisés. Ils reposent sur des connaissances transmises de génération en génération et exploitent chaque ressource disponible pour conserver la chaleur là où elle est rare. Les outils sont légers et efficaces, car dans un tel territoire, le poids superflu peut faire la différence entre avancer et rester exposé. Les récits partagés autour du feu remplissent la même fonction. Ils ne servent pas à divertir, mais à transmettre des avertissements, des expériences passées et des limites à ne pas franchir. L'ours polaire y apparaît comme une composante du monde environnant, une présence qui impose respect et vigilance permanente. Ici, le changement climatique n'est pas une notion abstraite. Il est tangible. La banquise autrefois stable devient plus fine et imprévisible. Les routes de chasse se déplacent et les ours sont contraints de s'approcher de zones où ils étaient autrefois rares, parfois même près des campements humains. L'incertitude s'installe dans la vie quotidienne. Pourtant, le faible contact avec l'extérieur a renforcé la cohésion communautaire. Lorsque le reste du monde paraît lointain, la famille et la coopération deviennent le socle de la résistance. La survie cesse d'être individuelle et dépend du soutien mutuel et de ce qui se transmet au fil du temps. Et vous, pourriez-vous vivre dans un endroit où le silence n'est pas repos, mais avertissement? Où les seuls battements qui troublent l'immobilité sont les vôtres, et ceux de quelque chose qui se déplace tout près, hors de votre regard. Dans un monde saturé de stimuli et de bruits constants, l'Arctique offre l'inverse, un silence absolu. Et lorsque ce silence se brise, ce n'est presque jamais pour une raison inoffensive. Mais tous n'affrontent pas cette peur seuls. Il existe des peuples pour lesquels survivre ne dépend pas d'une seule personne, mais de ce qui se transmet de génération en génération. 4. Inuvialuit, là où la mémoire de la neige protège le peuple. Sur les côtes glacées du nord-ouest du Canada, le vent n'est pas seulement une force qui transporte le froid. Pour les Inuvialuit, il transporte aussi des informations. Il change de direction, façonne la neige, modifie le son de la glace et laisse des indices que seuls ceux qui savent observer peuvent interpréter. Dans ce territoire, la sagesse ne s'écrit pas dans des livres et ne se conserve pas dans des archives. Elle se transmet directement, presque intimement, lorsque les anciens accompagnent les plus jeunes lors de leurs premiers pas sur la neige. Apprendre à se déplacer ici n'est pas une simple compétence, c'est une condition de survie. Car dans un environnement où l'ours polaire peut surgir sans prévenir, comprendre le paysage est la seule manière de vivre à ses côtés. Les grands-parents ne se contentent pas de raconter des histoires. Ils apprennent à reconnaître les traces sur la neige durcie, à percevoir les changements subtils du vent, à détecter les fissures récentes dans la glace avant qu'elles ne deviennent dangereuses. Un enfant qui sait lire ces signes acquiert un langage ancestral, capable de faire la différence entre rentrer chez lui ou non. La transmission de ce savoir est un acte de protection collective. Chaque leçon contient un avertissement implicite. Tout ce qui se déplace sur la neige n'est pas inoffensif. Vivre ici exige une attention permanente et le respect de ce qui ne peut être contrôlé. La chasse, lorsqu'elle a lieu, n'a rien d'un spectacle. Elle n'est ni une question d'orgueil, ni une démonstration de force. Elle obéit à des règles anciennes,
conçue pour préserver l'équilibre entre la vie prélevée et celle qui doit être protégée. Chaque autorisation, chaque quota et chaque décision visent à ne pas franchir cette limite fragile. Dans le même temps, le monde moderne fait aussi partie de cette réalité. Les Inuvialuit ne s'appuient pas uniquement sur la mémoire et l'observation directe. Ils collaborent avec des scientifiques, des biologistes et des équipes de recherche qui étudient les ours polaires dans le nord du Canada. Le savoir traditionnel, accumulé au fil des générations, se combine aux outils modernes pour mieux comprendre les déplacements de l'animal et réduire les risques. Lorsque la glace émet un son inhabituel, lorsque le vent change brusquement ou que de nouvelles traces apparaissent près d'un campement, un réseau d'alerte silencieux se met en place. L'information circule rapidement. Les familles se préparent. Des signaux simples, établis de longue date, permettent d'avertir toute la communauté sans avoir besoin de mots. Tout cela se déroule alors que la banquise se transforme. Ce qui a longtemps été prévisible devient instable. Les proies modifient leur route, les ours s'approchent davantage des côtes et garantir la sécurité collective devient une tâche de plus en plus complexe. Malgré cela, le respect envers l'ours polaire demeure. Pour de nombreux Inuvialuit, il n'est pas seulement un prédateur dangereux. Il fait partie de l'histoire vivante du peuple, symbole de résistance, de dignité et parfois d'avertissement. Cette relation, tendue mais nécessaire, repose sur le respect, jamais sur la haine. Alors que des millions de personnes apprennent à survivre à travers des écrans et des tutoriels, ici le savoir se transmet autrement, en suivant des traces, en lisant le vent et en écoutant la glace. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce voyage en Arctique vous a déjà fait sortir de votre zone de confort. Ce que vous avez vu n'est pas une exception. Ce sont les signes d'un équilibre en train de se rompre. Si vous souhaitez continuer à comprendre ce qui se joue dans ces territoires extrêmes, restez avec nous, abonnez-vous et poursuivez le voyage et dites-nous en commentaire ce que vous feriez si un ours polaire apparaissait devant votre maison. Car lorsque l'environnement change, rien ne reste identique et ici, cela se manifeste d'abord dans la glace. Et lorsque les frontières naturelles disparaissent, les anciennes règles cessent de protéger. Ce qui était autrefois lointain se rapproche dangereusement. 5. Swampy Cree, là où le froid n'est plus une frontière. Dans la région de la baie d'Hudson, le premier avertissement ne se manifeste pas toujours par un grondement. Il peut prendre la forme d'un silence inhabituel avant que la neige ne craque sous les pas ou d'une trace récente qui n'a rien à faire là. Pour les Swampy Cree, ces signes indiquent qu'un changement est en cours. Ici, le changement climatique n'est ni abstrait ni lointain. Il se ressent dans une glace de plus en plus fine, dans des ciels qui s'assombrissent plus tôt qu'autrefois, et dans la présence d'un ours polaire qui s'aventure à l'intérieur des terres, là où régnaient autrefois le vent et la mémoire. Des itinéraires considérés comme sûrs pendant des générations ne le sont plus, ni pour les ours, ni pour les humains. Cette évolution a effacé toute séparation nette entre l'espace humain et celui du prédateur. Pour les Swampy Cree, s'adapter à cette réalité n'est pas un choix, mais une nécessité quotidienne. Il n'y a pas de hauts murs ni de système de défense sophistiqué. La protection repose sur des moyens simples et une coopération permanente. Les feux maintenus devant les habitations, même sous la neige persistante, jouent un rôle dissuasif essentiel. Bruit, radio et alertes partagées permettent d'avertir toute la communauté en cas de présence d'un ours. L'organisation collective constitue le socle de la sécurité. Personne n'agit seul ou dans la précipitation. Les signaux sont partagés, la vigilance est répartie
et les décisions sont prises ensemble afin d'éviter des confrontations directes potentiellement fatales pour les deux parties. Le problème est que la glace ne réagit plus comme auparavant. Les repères traditionnels sont devenus moins fiables. Un changement soudain de vent peut annoncer une tempête ou l'approche d'un prédateur. Des variations subtiles de la neige contiennent des informations que seuls les anciens savent interpréter. Les récits transmis par les aînés ne sont ni des souvenirs lointains, ni des légendes inutiles. Ce sont des avertissements issus d'époques où la terre et la glace suivaient des schémas plus stables. Ils renforcent la prudence collective et aident à planifier les déplacements avant chaque sortie dans la toundra. Les effets du changement climatique dépassent la glace elle-même. Ils touchent les phoques, les poissons et l'ensemble de l'écosystème dont dépendent humains et ours. Lorsque les proies se font rares, les ours ne restent pas dans leur habitat traditionnel sur la banquise. Ils s'aventurent dans les territoires habités à la recherche de nourriture, croisant des personnes sur leur chemin. Lorsque les proies se raréfient, les ours franchissent les limites traditionnelles et pénètrent dans les zones habitées. Pour les Swampy Cree, l'ours polaire n'est plus une menace lointaine. C'est une présence concrète qui traverse leurs terres et rappelle qu'aucune frontière naturelle n'est à l'abri du changement. Malgré cela, le respect envers l'animal demeure. La coexistence pacifique est recherchée à travers des méthodes dissuasives non létales, soutenues par des accords communautaires et des politiques de protection mutuelle. Si les frontières entre le monde humain et le monde sauvage disparaissaient, sauriez-vous survivre? Alors que beaucoup se réfugient derrière des portes closes et des systèmes artificiels, les Swampy Cree maintiennent le feu allumé comme première ligne de défense, faisant confiance à la lumière et à la chaleur pour tracer une frontière qui n'existe plus dans la glace. Car il y a quelque chose de plus difficile que de s'adapter au changement, ne jamais l'avoir choisi, être poussé vers lui sans préparation. La glace peut céder, mais la résilience humaine se construit lorsque la seule option est d'apprendre à marcher sur l'impossible. 6. Saïsi-Den. Là où le passé a imposé une nouvelle peau. Dans le nord du Canada, sur une étendue de territoire marquée par des lacs gelés, une toundra ouverte et un hiver qui domine presque toute l'année, existe un lieu où le froid ne laisse aucun répit et où l'isolement est permanent. Ici, les distances ne se mesurent pas seulement en kilomètres, mais en heures d'exposition, en décision sans droit à l'erreur et en capacité à tenir lorsque l'environnement impose ses règles. Cela ne s'est pas produit dans un passé lointain. Il y a seulement quelques décennies, les Saïsi-Den ont été déplacés de force vers une région totalement différente de celle qu'ils connaissaient. L'environnement dans lequel ils sont arrivés n'avait rien à voir avec leur terre d'origine. L'Arctique où ils furent envoyés n'offrait ni transition ni adaptation progressive. La neige ne recouvrait pas le sol avec douceur, elle s'imposait comme une force permanente. L'air mordait la peau, et dès le premier jour, la terre a montré qu'elle ne pardonnait pas les erreurs. S'adapter n'a pas été un choix, c'était une exigence immédiate, ou disparaître. Ils ont dû apprendre à partir de rien comment chasser sur la glace, construire des abris capables de conserver la chaleur dans un environnement où elle semblait inexistante et se déplacer sur un territoire qu'ils ne comprenaient pas. Les outils et savoirs transmis pendant des générations sont devenus inutiles face à un froid qui réclamait tout. À ce défi s'est ajoutée une menace pour laquelle ils n'étaient pas préparés. Les prédateurs de l'Arctique ne faisaient pas partie de leur héritage culturel. L'ours polaire n'apparaissait ni dans les récits des anciens, ni dans leur vision du monde. C'était une présence réelle, silencieuse et puissante, en concurrence directe pour les ressources nécessaires à la survie.
Il n'existait aucun récit pour anticiper son comportement, ni d'avertissements hérités pour atténuer le choc d'affronter un prédateur patient et mortel. L'apprentissage a été brutal. Chaque erreur entraînait des conséquences immédiates et chaque rencontre soulignait la fragilité de leur situation. Pourtant, la communauté ne s'est pas effondrée. L'adaptation n'a pas été individuelle, mais collective. Ensemble, ils ont appris à lire les traces, à anticiper les déplacements et à interpréter les signes d'un environnement qui parlait un langage nouveau et hostile. Avec le temps, ils ont noué des alliances avec des communautés voisines déjà familières de ces terres glacées, échangeant techniques, informations et soutien mutuel. Cet apprentissage partagé a fait la différence entre l'effondrement et la résistance. Lorsque tout semble s'opposer, le soutien devient la seule façon de rester debout. Le changement climatique a ajouté une nouvelle couche d'incertitude. La glace qui offrait autrefois une certaine stabilité se fragmente. Les comportements des ours se modifient. Ce qui paraissait prévisible ne l'est plus, imposant des décisions constantes dans un environnement toujours plus instable. Comment reconstruire sa vie lorsqu'on est contraint de migrer vers un territoire rempli de prédateurs? Alors que beaucoup cherchent de nouveaux départs dans des villes sûres et lumineuses, les Saïzi d'aînés ont dû forger le leur au milieu des tempêtes, de la glace et des griffes. Et pourtant, le plus grand défi n'a pas toujours été le froid ou l'ours. Parfois, c'est un ennemi invisible qui pousse tout jusqu'à la limite. Lorsque la terre que l'on foule semble n'appartenir à personne, le véritable défi n'est pas seulement de survivre aux prédateurs, mais de trouver un sens qui permette de continuer à avancer. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent nous conduit à ce point. La dernière communauté de ce voyage. Le lieu où la glace a cessé d'être une frontière et où le prédateur est devenu un voisin. Ici, le chemin s'achève et commence l'ultime confrontation entre l'humain et le sauvage. 7. Chipewyan. Quand les frontières s'effacent. Dans le nord du Canada, certaines scènes auraient semblé impensables il y a seulement quelques décennies. Un ours polaire marche entre des maisons, traverse des chemins où jouent des enfants, s'arrête devant des portes qui ne sont pas toujours verrouillées. Il ne vient pas de montagnes lointaines ni d'un ailleurs inaccessible. Il apparaît ici, dans des lieux qui portent l'odeur du foyer. Pour les communautés d'aînés Chipewyan, cette image n'a plus rien d'exceptionnel depuis longtemps. Voir un ours polaire traverser un village ne provoque plus la surprise. Ce qui trouble, c'est la normalité avec laquelle cela se produit. Pendant des générations, l'ours polaire avait une frontière claire, la banquise. C'est là qu'il chassait, se déplaçait et gardait ses distances avec les humains. Aujourd'hui, cette frontière s'est fragilisée. Le recul rapide de la glace a effacé les limites naturelles entre deux mondes, poussant les ours vers l'intérieur des terres à la recherche de nourriture et d'espace. Pour ce peuple, le changement est profond. Vivre avec un prédateur qui n'a jamais été considéré comme un voisin est devenu une réalité quotidienne. Les ours ne sont plus des apparitions rares. Ce sont des présences qui croisent la route, que l'on observe de loin et qui obligent la communauté à réorganiser sa manière de vivre. Les stratégies de protection ont évolué elles aussi. Il ne s'agit plus seulement de réagir à une menace ponctuelle, mais de la prévenir. Des rondes sont mises en place par roulement. Des alertes circulent dans la communauté et des itinéraires sûrs sont définis là où ils étaient inutiles auparavant. Les familles coordonnent la vigilance, les réponses et l'éducation des enfants, conscientes que le risque n'est plus dehors. Il se rapproche. Ici, le changement ne se lit pas sur des graphiques, mais dans des traces nouvelles, là où il n'y en avait pas. Il est visible dans l'absence d'une glace autrefois constante, dans la modification des routes de chasse et dans la présence croissante d'animaux sauvages à l'intérieur de l'espace humain.
Dans ce processus, la frontière entre l'humain et l'animal s'est érodée jusqu'à presque disparaître. Le territoire n'est plus traversé comme une exception. Il est désormais partagé, même lorsque cela implique du danger. Dans des communautés du nord du Canada, des incursions réelles d'ours polaires en zones habitées ont été documentées. À Churchill, au Manitoba, ce n'est pas une exception. Certains, hiver, des dizaines d'alertes officielles sont déclenchées pour des ours circulant dans le périmètre urbain, obligeant la ville à interrompre sa routine. Ce ne sont pas des épisodes isolés. Ce sont des protocoles qui reviennent saison après saison, parce que la glace ne maintient plus les ours à distance des lieux de vie. La communauté débat sans cesse de la manière de répondre à cette réalité. Il faut protéger les personnes sans mettre en danger une espèce dépendante d'un écosystème qui s'efface. Et la question devient inévitable. Jusqu'où va le droit de défendre l'espace humain lorsque cet espace ne semble plus appartenir exclusivement à personne? L'ours polaire n'est plus une figure lointaine des récits anciens. Ce n'est pas non plus seulement un symbole, c'est un voisin involontaire, la preuve vivante d'un équilibre naturel en mutation, et du fait que la présence humaine fait partie de cette mutation. Ici, pas besoin de carte, ni de graphiques sur le climat. Il suffit de regarder par la fenêtre et de voir un ours désorienté marcher devant les maisons. Et maintenant que vous le savez, la question finale n'est ni confortable ni simple. Qui sont les véritables sauvages, eux ou nous? Partagez votre réflexion en commentaire. Peut-être qu'en ce moment même, pendant que vous entendez ces mots, un ours polaire passe devant une maison quelque part dans le nord. À Churchill, au Canada, ce n'est pas une hypothèse. Cela arrive chaque année. Des intrusions sont enregistrées à chaque saison dans le périmètre urbain, obligeant à déclencher des protocoles officiels, à escorter les enfants jusqu'à l'école et à maintenir des familles entières confinées chez elles pendant des heures. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez choisi de regarder en face une réalité rarement montrée. Vous n'avez pas seulement vu un documentaire, vous avez franchi une ligne invisible entre l'humain et le sauvage. Vous avez marché avec nous dans des villages où la glace ne protège plus, où les prédateurs franchissent des seuils et où la mémoire pèse plus lourd que le froid. Mais cette histoire ne se termine pas avec un ours qui disparaît dans le brouillard, car ce qui se passe dans ces territoires ne concerne pas uniquement l'Arctique, cela parle aussi de nous. Si ce voyage vous a arrêté, si quelque chose a bougé de l'autre côté de l'écran, écrivez une seule expression en commentaire. Ours polaire. L'écrire ici, noir sur blanc, c'est une façon de ne pas détourner le regard. Quelles autres cultures oubliées, quels secrets cachés ou quels territoires interdits aimeriez-vous que nous explorions dans de prochains documentaires? Votre curiosité trace notre route. Abonnez-vous pour continuer à faire partie de cette expédition et ne pas manquer les prochains documentaires. Ce qui vient ensuite sera encore plus extrême. Parce qu'il existe encore des lieux où l'histoire ne s'écrit pas. On survit, où l'on disparaît sans laisser de traces. Et sur Tribu du Monde, on se retrouve là où le monde tient encore bon.